Bon, on va commencer. Avant de lancer la présentation, je vais vous dire quelques mots sur les motivations qui sont un peu à l'origine de ces cours, de cette série de 3 cours qu'on va donner. Si vous avez suivi de façon chronologique les cours d'hypnologie, que ce soit ici, en présentiel ou que vous nous suivez en vidéo, vous savez qu'on a terminé l'année 2018 sur un cours sur les valeurs. Et dans le premier cours, Cyril a défini les valeurs comme étant des buts motivationnels. Et je me suis dit, pour la nouvelle année, ce serait sympa de revenir, on va dire, aux motivations cœur qui ont donné naissance à ce cours. Alors, en fait, ça se base sur 3 constats, en fait, assez simples, en fait, qu'on peut tous faire. C'est que, on est en 2019 et le grand public ignore complètement qu'il y a, ne serait-ce qu'une partie de la science qui s'intéresse à l'hypnose, mais que ce domaine-là est déjà exploré depuis près de 100 ans. Ce qui est un peu plus gênant, c'est que la plupart des praticiens l'ignorent aussi. Deuxième constat, c'est qu'on est en 2019 et ces mêmes praticiens, ils utilisent des termes, hypnose, transe, ils utilisent le terme dissociation aussi, plein d'autres, et ils n'ont pas de définition claire, ils ne savent pas exactement sur quoi ils se basent, et pire que ça, ils n'ont pas forcément, on va dire, de justification pragmatique, empirique, de leur utilisation dans le cabinet. On est en 2019 et, troisième constat, il y a des praticiens ou non-praticiens qui disent que l'hypnose, c'est tel domaine d'application ou tel autre, que l'hypnose c'est médical, que l'hypnose c'est spirituel, que c'est du spectacle ou d'autres domaines d'application. Et ces personnes-là, généralement, ne se sont pas renseignées sur les processus qui sont sous-jacents à ces domaines d'application. Et du fait qu'ils ne connaissent que ces domaines d'application, ils ont tendance à mettre des murs autour et à réduire ce que c'est l'hypnose à juste cette partie-là, où ces mécanismes-là sont impliqués. Et du coup, ils essayent de revendiquer ces mécanismes-là comme faisant partie de ce domaine d'application. Et c'est sur cette base de ces 3 constats que on s'est dit avec Cyril, avec Kevin, que ça serait intéressant de faire des cours sur les bases scientifiques de l'hypnose. Quels sont les fondements, les fondations sur lesquelles on s'appuie ici à l'Arche et qu'on aimerait transmettre comme une petite brique qu'on vient ajouter à l'édifice qu'on essaie de construire. Nous, communauté francophone de l'hypnose, et sans ces fondations, on va dire, scientifiques, solides, tôt ou tard, cet édifice il risque, on va dire, d'osciller, voire de s'effondrer en fait. Donc c'est pour ça qu'on aimerait apporter cette série de 3 cours qui sont juste une introduction à ce qu'est l'hypnose scientifique, en tout cas telle qu'elle a été étudiée par par la science jusqu'à présent. Et en fait, ce que j'aimerais vous apporter avec cette série de 3 cours, c'est pas tellement des réponses définitives, mais surtout vous intéresser au travail de ces générations de chercheurs qui sont succédés, qui ont consacré leur vie en fait à ce qui nous passionne, l'hypnose. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est que vous empariez de cet héritage qu'ils vous ont laissé, surtout sur les domaines qui vous intéressent particulièrement. Donc, après ce blabla introductif, je vous propose de passer à la présentation. Alors j'en profite pour me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clément Appelian, je fais une thèse ici à l'Arche, en collaboration avec l'École normale supérieure, qui fait partie de ce grand conglomérat d'universités qui est Paris Sciences et Lettres, et le SPCI, dans le département neurosciences et dans l'équipe interface cerveau-machine. Donc, je remercie déjà l'Arche pour permettre que cette thèse existe, et je suis là pour vous présenter 3 cours sur les approches scientifiques de l'hypnose, et le premier cours va se centrer sur les problèmes et les enjeux de la recherche sur l'hypnose. Alors je vous ai préparé un plan qui est maintenant assez classique, on va dire, en hypnologie, où on va commencer évidemment par une introduction historique, pour situer le contexte, pour savoir dans quoi on se place, surtout au niveau de l'histoire de ce qu'est l'hypnose, où se place l'hypnose scientifique et d'où elle vient en fait. Et puis avant de parler d'une approche scientifique de l'hypnose, il faudrait d'abord savoir ce que c'est une approche scientifique, qu'est-ce qui la différencie, on va dire, d'autres approches, et ce que ça a changé sur les propositions que je vais faire dans ces cours-là. Et puis ensuite, on passera la majorité du temps sur la définition de l'hypnose qui pose un certain problème.
Voilà, donc là, vous n'avez pas vu le changement de slide, mais le reste est devenu grisé. Il n'y a que le A qui est en noir. Faites-moi confiance. Si on commence l'histoire de l'hypnose, eh bien, on peut la faire remonter très très loin. En tout cas, de façon spéculative, on peut la faire remonter, on va dire, aux cultures, on va dire, avant l'écriture. Alors évidemment, vu que ce sont des cultures orales, on va avoir beaucoup de mal à avoir des preuves solides de leur utilisation de l'hypnose. Par contre, si on s'intéresse aux rituels, des peuples que l'on peut assimiler, on va dire, à cette période-là, on va dire avant l'écriture et les traditions écrites, on peut se laisser aller à certaines suppositions que eh bien, ces peuplades-là utilisaient des processus qu'aujourd'hui on appelle hypnose. Mais ça reste assez spéculatif et on va avoir du mal à étayer ça. Donc je vais commencer avec la première source, on va dire, plus solide qu'on connaît, qui est le papyrus Ebers au XVIe siècle avant notre ère. Un papyrus égyptien donc, qui est on va dire un condensé de recettes, on va dire pour reconnaître, pour diagnostiquer un certain nombre de pathologies et pour les traiter. Pour les traiter avec tout un tas de médicaments, d'onguents, on va dire de recettes. Il y avait à peu près, il me semble, 30% on va dire des prescriptions de ce manuscrit qui sont encore viables aujourd'hui, et le reste relève plus de l'effet placebo. Ce qui est assez intéressant dans ce manuscrit, c'est que il y a, pour le traitement de la douleur, un endroit, une prescription qui est de poser ses mains sur la douleur et de dire à la douleur de s'en aller. Ce qui, pour les hypnotiseurs, va vous rappeler quelque chose d'assez ressemblant à de la suggestion directe. On va faire un bond dans le temps et j'en profite pour vous montrer cette petite branche que j'ai rajoutée, la branche de la rhétorique avec, eh bien, pour les présocratiques, certains penseurs comme Antiphon par exemple, qui sont réputés pour enlever certains mots, on va dire, à l'aide du langage et de la rhétorique. Et ça va se retrouver, on va dire, beaucoup plus tard dans nos pratiques modernes. Donc continuons avec un bond dans le temps, où on arrive au XIe siècle, du coup, de notre ère, avec, à partir de cette période-là, les rois chrétiens du coup, de France et d'Angleterre, qui, du fait de leur droit divin, sont les représentants de Dieu sur Terre et donc ont certains pouvoirs magiques. Notamment, il y a un rituel qui s'est, on va dire, perpétué jusqu'à tard dans l'histoire, où eh bien, les malades, par exemple ici touchaient d'écrouelles, qui est une forme de tuberculose, pardon, qui se développe au niveau du cou et du visage et qui est extrêmement défigurant. Les malades donc se rassemblent et le roi passe parmi les malades, touche le malade et dit « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Et pour une certaine partie d'entre eux, eh bien, ils sont guéris, effectivement. Ce que l'on attribue aujourd'hui à tout un tas d'effets qui ne sont plus classés donc, dans la religion, mais plutôt dans l'effet placebo, la suggestion et ce qui nous intéresse particulièrement, nous, en hypnose. À peu près à la même époque, fin du Xe, début du XIe, on a un penseur perse qu'on appelle Avicenne, qui développe la première pensée, que j'ai pu retracer en tout cas, d'un lien à deux directions entre le corps d'un côté et l'esprit, où le corps, selon comment on l'entretient, va influencer l'esprit, et l'esprit, selon comment on le prend en compte, va pouvoir influencer le corps positivement ou négativement. Donc une influence à deux directions, et pour l'époque, on peut considérer ça comme tout à fait novateur. Et on va faire un autre bond dans le temps. Alors, autre bond dans le temps, on arrive vers la Renaissance, les Lumières, etc. Et on a eh bien, ce médecin qu'on appelle Paracels. Je ne me souviens plus exactement son nom, on va dire commun, mais Paracels, qui expérimente un peu avec des aimants, avec tout un tas de techniques que l'on qualifierait de magiques ou de mystiques ou d'hermétiques.
Et donc il expérimente avec ces aimants et il a des effets assez intéressants. Donc je voulais vous mettre Paracels pour introduire, on va dire, notre prochain challenger, auquel on attribue généralement ce type de processus avec des aimants, etc., qui est Franz Anton Mesmer. Et généralement, c'est là où on fait remonter l'hypnose communément. Donc Franz Anton Mesmer, qui est, on va dire, un de ses héritiers de ces découvertes, on va dire, récentes sur l'effet des aimants ou de certaines pierres ou du fluide avec simplement les mains, qu'on peut aussi rattacher au toucher royal que vous avez vu tout à l'heure, et qui est médecin également, comme Paracels, donc une même lignée de personnes qui s'intéressent à la médecine, au corps et à comment tout ça fonctionne, à une époque où la psychologie n'existe pas, il faut se rappeler. Mesmer, qui du coup est la cible d'une commission scientifique, une des premières, on va dire, connues, qui est la commission royale commandée par Louis XVI, c'est ça, Louis XVI, qui demande du coup aux meilleurs scientifiques français de l'époque de se renseigner pour savoir si le magnétisme animal est une réelle thérapie ou si en fait c'est juste du charlatanisme et qu'il faut chasser ce charlatan de France parce qu'il commence à avoir une influence sur la cour royale. Il soigne, on va dire, un certain nombre de nobles et le roi ne voit pas forcément ça d'un très bon œil. Alors dans cette commission, vous avez par exemple Benjamin Franklin, qui n'est pas encore président des États-Unis à cette époque, qui est ambassadeur en France des États-Unis. On a par exemple Lavoisier, on a Cuvier, le botaniste, et on a plein d'autres esprits brillants de l'époque qui font tout un tas d'expériences qui sont extrêmement bien menées en fait. Quand on lit le document, c'est assez étonnant. Par exemple, ils font des expériences en double aveugle, ce qui pour l'époque est assez incroyable. Et il conclut que l'imagination sans magnétisme produit les crises de convulsions. Que le magnétisme sans imagination ne produit pas les crises de convulsions, que le magnétisme n'est donc pas la cause des crises de convulsions, mais bien l'imagination des personnes magnétisées. Je vous laisse dans ce petit silence méditer, on va dire, ce qui est on va dire, maintenant vieux de plus de 200 ans en fait, et qui a un lien, on va dire, très direct avec ce que l'on pratique aujourd'hui et que l'on appelle l'hypnose. Terme qui d'ailleurs a été proposé par James Braid sous le terme de hypnotisme, neurohypnotisme, neurohypnologie, la science hypnologie. En fait, on a tiré le nom de ce qu'on fait ici. On a ressuscité le terme hypnologie qui n'a pas vraiment survécu après Braid. Et Braid, en fait, il abandonne ce côté, on va dire, magique, ce côté, on va dire, un peu mystérieux, qui était un peu la marque de Mesmer. Et il se focalise, on va dire, sur un aspect beaucoup plus biologique. Pour lui, l'hypnose, c'est du sommeil nerveux. Et il se produit en fixant des objets brillants, des objets, on va dire, scintillants, qu'il place en hauteur au-dessus des yeux du sujet. C'est un peu la méthode qu'il utilise. Et popularise comme ça le concept d'hypnose sur le territoire britannique. Apparemment, ça a plutôt bien marché parce que ça a influencé, on va dire, ses suiveurs, comme par exemple James Esdale, qui lui aussi est écossais, mais par contre pratique la chirurgie en Inde britannique, au Bengale, et opère à l'aide de l'hypnose, supprime la douleur de ses patients à l'aide de l'hypnose, ce qui à l'époque était complètement novateur parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, on n'avait pas encore le chloroforme. Donc les opérations majeures, c'est-à-dire les opérations où il faut ouvrir la personne et aller retirer du matériel biologique, c'est particulièrement déjà critique et niveau anesthésie, c'est très compliqué. Donc l'hypnose à ce moment-là est, on va dire, une thérapie de choix, en tout cas pour soulager la douleur, et il obtient des suppressions totales de la douleur sur à peu près 30% on va dire, de ses patients. Ce qui est énorme quand même, 30% de suppression totale de la douleur pour des opérations majeures, donc qu'il a consigné. Donc, après, on peut toujours avoir le doute sur la précision de ces notes, mais en tout cas, si ça se révèle exact, c'est assez impressionnant, surtout pour l'époque.
Maintenant, je vais vous montrer on va dire des figures qui devraient vous dire quelque chose, des figures françaises. Vous avez à gauche Bernheim, Hippolyte Bernheim, et à droite Jean-Martin Charcot. Donc à gauche, le représentant de l'école de Nancy, à droite, la Salpêtrière. Et on va dire, là on est en plein âge d'or de l'hypnose en France, avec la polémique française, l'école de la Salpêtrière qui défend une vision que l'hypnose, eh bien, c'est une forme de psychopathologie, en tout cas que seuls les névrosés sont hypnotisables, et que l'hypnose, en fait, c'est une forme d'hystérie, alors que l'école de Nancy défend une vision, on va dire, radicalement opposée, qui défend une vision de l'hypnose comme phénomène social, où, en fait, l'hypnose est réduite à de la suggestion. Et ensuite, évidemment, dans le XXe siècle, j'ai pas mis, on va dire, tout le courant PNL, Hellman ou plein d'autres suiveurs d'Erickson et grandes figures de l'hypnose clinique pendant le XXe siècle. Mais en tout cas, une des figures très marquantes du XXe siècle, c'est évidemment Milton Erickson. D'ailleurs, la majorité des écoles, on va dire aujourd'hui, qui enseignent l'hypnose se revendiquent d'Erickson, qui a profondément changé la vision qu'on a de l'hypnose, du patient, du client, pour ceux qui font de l'hypnose d'accompagnement, et de la stratégie qu'on utilise en hypnose. Par contre, eh bien, si je vous demande de me donner, on va dire, un peu plus de détails sur l'histoire au XXe siècle de l'hypnose, il est possible que quelques noms sortent, qui soient plutôt reliés au spectacle, plutôt liés à la clinique, ou en tout cas au suiveur d'Erickson, mais qu'il y ait un grand flou sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ce XXe siècle, après que l'hypnose en France se soit cassé la figure avec l'arrivée de la psychanalyse, qui, on va dire, un peu sapé l'élan de l'hypnose. Et en fait, d'où est revenue l'hypnose en France? Eh bien, c'est ça qu'on va voir dès à présent. Hop. Magnifique flèche rouge qui est notre XXe siècle. Qui commence en 1933 avec la première œuvre scientifique sur l'hypnose, Clark Hull, qui est un peu la superstar quand même de la psychologie. On connaît beaucoup Pavlov pour ses travaux sur l'apprentissage, surtout le principe d'association. En fait, même si Pavlov a été un des précurseurs russes à proposer cette idée-là, en fait, c'est le fruit, on va dire, d'un travail international, comme souvent en sciences, et Clark Hull est un des pionniers à avoir théorisé, on va dire, de manière opérationnelle, les théories de l'apprentissage. Et la superstar de l'hypnose à l'époque est aussi l'auteur de la première œuvre scientifique sur l'hypnose, qui est Hypnosis and Suggestibility, et on verra dans le troisième cours. On verra dans le troisième cours que, déjà dans cette œuvre-là, il y avait des insights, des prises de conscience assez énormes sur la pratique de l'hypnose et qui ne sont pas aujourd'hui très bien diffusées dans notre communauté. Donc j'avance un peu plus vite, on avance dans le temps, on est en 1954 et on a William Kroger qui réalise le premier film d'accouchement sous hypnose, à une époque où l'hypnose est vue vraiment comme quelque chose de cirque, du charlatanisme ou quelque chose pour, on va dire, amuser les foules. Un médecin vient réaliser des anesthésies pour les accouchements et réalise le premier film d'un accouchement sous hypnose en 1954. Même année, assez étonnamment, on a les premières théories de l'hypnose comme rôle social. Et ça, on va le voir dans le deuxième cours, qui présentera, on va dire, des théories opposées sur des visions de l'hypnose. En 1957, vous le savez peut-être, Milton Erickson fonde la première, on va dire, société savante sur l'hypnose, qui est le American Society of Clinical Hypnosis. Un bond dans le temps. On arrive en 1977 avec Hilgard, qui ressuscite les concepts janéciens de dissociation et construit une théorie néo-dissociationniste qui va ensuite être perpétuée, reprise par ses successeurs et que je présenterai dans le deuxième cours. Petit moment de temps encore, où on a Irving Kirsch, qui occupera une grande partie du troisième cours, qui va rapprocher la notion d'hypnose de la notion de placebo,
et qui va avoir cet insight particulier qui est, eh bien, si on change la procédure d'hypnose, on change assez peu le résultat de cette procédure. Et en fait, il argumente que, eh bien, c'est la définition propre du placebo, que quand on change la procédure et qu'on a le même résultat, le résultat est moins dû à la procédure qu'aux attentes qui étaient implicites à la procédure. Et il rapproche de ce mécanisme de l'apprentissage social, et ça va nous occuper une bonne partie du troisième cours. Dans les années 90, une polémique éclate au niveau mondial dans la psychologie. On se rend compte en fait que, eh bien, chercher des informations dans le passé, en sachant ce que l'on cherche, eh bien, ça emmène souvent à la création de quelque chose d'assez horrible qu'on appelle les faux souvenirs. Et à l'époque, beaucoup de personnes ont été condamnées à des peines à vie, surtout aux États-Unis, pour des abus sexuels dans l'enfance, pour des maltraitances, pour des rites sataniques réalisés sur des tiers. Et donc sont retrouvés accusés et sur foi de témoignages des victimes et parfois de souvenirs récupérés grâce à l'hypnose, ces personnes se sont vues incarcérées. Et des années plus tard, en fait, les preuves se sont accumulées jusqu'à ce qu'on admette le fait que, eh bien, ces souvenirs n'ont juste jamais existé. Ce qui fait que, eh bien, le monde de la psychologie s'est retrouvé complètement focalisé sur le problème de la mémoire. Les sciences cognitives en particulier ont voué, on va dire, investi énormément de ressources sur le problème de la mémoire, sur comment ça fonctionne, comment fonctionnent les faux souvenirs, comment on en crée, comment on peut arriver à essayer de gérer ce problème-là et d'éviter d'en créer. Et l'hypnose ne fait pas exception, ce qui fait que, eh bien, beaucoup de chercheurs dans cette décennie-là ont investi leurs ressources sur hypnose et mémoire au détriment du reste. On arrive dans les années 2010, et beaucoup de chercheurs qui ont voué leur vie à l'hypnose, qui sont des superstars et qu'on va voir dans la suite, décèdent les uns après les autres dans une période très courte qui s'échelonne, on va dire, dans les années 2000, certains plus vers 2010. Et à cette époque-là, eh bien, la place vacante est réoccupée par la génération suivante de chercheurs qui, on va dire, avec des idées qui sont plus récentes et un peu moins clivées, comme on le verra dans le deuxième cours, vont faire converger des modèles qui avant étaient, on va dire, un peu découpés en opposition, et vont, on va dire, créer une grande dynamique de création de nouveaux modèles que l'on étudiera dans le troisième cours. Alors, je me suis dit, pour ce cours, une chose qui pourrait être intéressante, c'est vous donner une petite sensation on va dire, de quelques personnages qui sont absolument majeurs, des landmarks dans le paysage de l'hypnose, qui aujourd'hui nous ont quittés pour la plupart. Mais du coup, je vais simplement lire certaines de leurs citations, on va dire, en interview. On a William Kroger qui a réalisé le fameux film sur l'accouchement sous hypnose, qui nous dit « Qu'est-ce que l'hypnose ? Eh bien, c'est l'induction d'une conviction. Je peux vous dire, vous fixez mon regard, vos yeux deviennent lourds. Ils ne deviennent pas lourds parce que je le dis. Ils deviennent lourds parce que vous regardez fixement vers le haut. Mais si le sujet vous accorde une omnipotence magique et dit « Oh mon Dieu, mes yeux sont devenus lourds, ce type a un vrai pouvoir », alors le fait qu'il accepte les suggestions A, B, C, D fait qu'il acceptera les suggestions X, Y, Z. Et je ne vais pas commenter chacune de ces citations. Barber, dont on parlera beaucoup dans le deuxième cours. Nous pouvons voir l'hypnose dans son contexte général comme un phénomène social par excellence. Surtout quand on voit à quel point elle est expliquée par les principes de base des sciences sociales. Ces principes qui ont été documentés en profondeur par des générations d'anthropologues, de sociologues et de chercheurs en psychologie sociale. André Weitzenhofer, et pour la petite histoire, eh bien, Kevin a été formé aussi par André Weitzenhofer parmi ses nombreuses sources, juste quelques années avant sa mort. Et André nous dit « Les 3 découvertes de ma carrière qui ont le plus d'intérêt clinique sont, numéro 1, toutes choses égales par ailleurs, les individus ne répondent pas également bien aux suggestions directes. 2. Sous certaines conditions, une communication qui n'est pas intentionnellement suggestive agit comme une suggestion. Et numéro 3, les suggestions directes
donne naissance à des automatismes, c'est-à-dire des réponses non volontaires et non conscientes. Donc ça, c'était assez fondamental. Je voudrais vous donner encore 3 citations de personnes qui ont une approche, on va dire, un peu plus appliquée. Peter Sheehan, qui a beaucoup contribué à l'essor de l'hypnose, nous dit « Cette approche met en lumière la composante de compétence, skill en anglais, dans l'hypnose. L'hypnose ne peut pas être réellement comprise sans tenir compte des capacités et des aptitudes que l'hypnotisé apporte dans le contexte de l'hypnose. Contexte qu'il soit clinique ou expérimental. » Karen Holmes nous parle d'auto-hypnose et nous dit que c'est plaisant de travailler avec les enfants, c'est aussi un plaisir de leur donner le cadeau de l'auto-hypnose et de les suivre sur des années. J'ai aujourd'hui des nouvelles d'adultes de plus de 20 ou 30 ans qui utilisent toujours leurs outils d'autorégulation qu'ils ont acquis alors qu'ils étaient enfants. Et une belle histoire, le couple Horn, les deux étant des scientifiques d'exception dans l'hypnose. Et donc c'est Martin Horn qui nous dit « Typiquement, les individus en régression vont spontanément élaborer une myriade de détails. Malheureusement, sans vérification objective, la croyance du clinicien dans la véracité du témoignage qui est ramené par l'hypnose, est fort probablement erronée. » Et ça, c'était dit dans les années 90. Alors, maintenant qu'on a fait, on va dire, un état des lieux de la recherche sur l'hypnose, on va très rapidement voir qu'est-ce qu'une approche scientifique pour voir qu'est-ce qui la distingue d'autres approches. Une approche scientifique, c'est très simple. Ça part d'un ensemble de faits et ça cherche à comprendre ces faits. Et la question, c'est qu'est-ce que comprendre ces faits? Il y a 2 façons de comprendre le mot « comprendre ». Une première façon, c'est une façon de comprendre herméneutique. C'est-à-dire, on prend les faits et puis on va créer du sens à partir de ces faits. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les organiser les uns par rapport aux autres, leur donner des relations, leur donner une histoire en quelque sorte, qui les structure et leur donne de la cohérence. Ça, c'est l'approche herméneutique. Et une grande partie de l'histoire de l'humanité, c'est une des seules façons dont on pouvait comprendre les faits. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche scientifique mêle cette approche herméneutique, qui est plutôt, on va dire, le propre de la philosophie, et il rajoute une dimension qui est la dimension de modélisation, qui a une dimension prédictive, c'est-à-dire qu'on prend les faits maintenant, les faits à un instant donné, et le but c'est d'avoir des modèles, c'est-à-dire des structures abstraites qui prennent les faits maintenant, et à partir de ces faits à l'instant T, prédisent les faits plus tard. Et vous pouvez par exemple penser à la météo où, à partir des mesures de température dans différents endroits d'un pays, des vents, de la pluie qu'il y a eu, etc., peuvent prédire, dans 1 heure il fera tel temps, dans 1 jour il fera tel temps, et peuvent prédire à plus long terme certaines tendances. Vous pouvez aussi voir de la façon suivante, si je prends cette tasse que je bois dedans, et que par maladresse je la lâche, vous pouvez prédire qu'au moment où je la lâche, la tasse va tomber et va avoir un certain nombre de mouvements. Et connaissant les situations initiales au moment où j'ai lâché la tasse, vous pouvez prédire le mouvement de la tasse et ses rebonds sur le sol, par exemple. L'approche scientifique est donc centrée sur la modélisation. Elle intègre aussi des éléments herméneutiques pour essayer de faire sens de ces modélisations, puisque les deux sont complètement disjoints, c'est-à-dire que les prédictions ne disent rien sur le monde, comment il fonctionne. Ça permet juste de dire, voilà, à partir de certains faits maintenant, certains faits plus tard. La méthode scientifique part donc des observations. À partir de ces observations, elle va créer des théories qui ont le but de prédire des régularités tirées de l'observation. Ces théories, elles vont être testées expérimentalement. Et c'est une des grandes différences avec juste le dogme où on prend des trucs de l'observation, on en fait des théories et c'est tout. L'idée de ces théories, c'est de les tester expérimentalement, c'est-à-dire d'avoir des protocoles pour essayer de les mettre à mal, d'essayer de voir dans quel cas elles peuvent dysfonctionner, quelles sont leurs limites. De ces expériences, on tire de nouvelles observations qui vont corriger ou supprimer les théories. Donc seules les théories qui restent, on va dire, conformes à l'observation, qui arrivent à survivre à l'expérimentation, vont se perpétuer et occuper l'espace scientifique. Alors, cette méthode-là, elle est un peu plus complexe que ça, je vous l'ai résumé assez simplement, mais
Il y a certaines particularités, je voudrais vous donner quelques exemples. Déjà, une des particularités, c'est que eh bien, les observations doivent être fiables et surtout, on doit leur donner un domaine de validité. Et un contre-exemple, ça serait eh bien, tout est en changement permanent, quelque chose qui a été présent dans la philosophie depuis les Grecs. Alors je ne sais plus si c'est les socratiques ou les présocratiques, mais en tout cas, cette idée que tout est changement, eh bien, c'est hors cadre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition, eh bien, telle mesure est en changement permanent. Ça ne limite pas les observations. Ce qui fait qu'en fait, tout est en changement. Eh bien, si on prend juste un contre-exemple classique, eh bien, ce pupitre n'est pas en changement constant, là, maintenant, pour la vue. Par exemple, il n'est pas en train de changer là d'instant en instant pour la vue. C'est une mesure qui ne change pas dans le temps, donc qui contredit ça. L'idée d'une approche scientifique, c'est d'avoir des observations qui sont extrêmement bien définies pour arriver, on va dire, à être contredit ou validé. Je n'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple-là, mais bon. Au niveau de la théorie, les théories doivent être falsifiables, c'est-à-dire qu'elles doivent être construites, on va dire, sainement au niveau logique. Et un contre-exemple, ce serait il existe une tasse rose invisible. Eh bien, c'est contradictoire, la proposition est contradictoire, ça ne peut pas être, on va dire, proposé comme théorie. La structure logique n'est pas cohérente. Donc il y a deux cas extrêmes où on va avoir des problèmes. Le cas où la proposition est contradictoire, elle est impossible, ou le cas où elle est tautologique, où en fait elle est tout le temps vraie, peu importe les observations. Ce qui nous emmène au troisième point, le fait que la théorie doit être testable. Et par exemple, aujourd'hui, on a un certain nombre de théories qui ne sont pas testables du fait que l'on n'ait pas certains outils de mesure. Ce qui fait que, eh bien, on ne peut pas les proposer au rang de théories scientifiques parce que si elles ne sont pas testables, eh bien, pour l'instant, ce sont des abstractions qui peut-être accéderont au rang de théorie un jour, mais aujourd'hui sont au rang, on va dire, de spéculation. Par exemple, un contre-exemple, ça serait une théorie qui postule qu'il y a une photo de Cyril Champagne au cœur du Soleil. Eh bien, vu qu'on ne peut pas accéder au cœur du Soleil pour aller voir cette photo, eh bien, on va avoir du mal à tester cette théorie-là. Donc, ça reste spéculatif. Dernier point, et puis je vais passer à la suite, c'est que le design expérimental doit être assez clairement, il doit suivre certaines règles assez précises. Par exemple, avoir un groupe contrôle. De ne pas tester des hypothèses dans l'absolu, mais les tester toujours relativement à certains standards. Un contre-exemple, ça serait, eh bien, l'homéopathie fonctionne parce que, ben, après en avoir pris, je vais mieux. Oui, je vais mieux, mais par rapport à quoi, en fait? C'est aussi une question. Je vais mieux par rapport, par exemple, ben, je vais peut-être mieux par rapport à des granules placebo, ou est-ce que je vais mieux par rapport à telle médecine alternative, ou par rapport à rien faire, ou par rapport à prendre un nocebo. Donc, en fait, toutes les propositions, on va dire, d'une théorie scientifique doivent être comparées à quelque chose. Pas avoir d'effet dans l'absolu, des effets, on va dire, relatifs. Et là, on va attaquer le cœur du cours. Donc, je vais en profiter pour boire un coup et vous laisser intégrer ce qui vient de se passer avant de rentrer dans le cœur du cours. Donc on a fait une petite approche historique, on a posé le contexte, on a vu ce que c'est une approche scientifique, et maintenant on va poser le problème majeur de ce premier cours qui est quelle définition pour l'hypnose? Alors je vais vous poser une petite question. Qui dans la salle ce soir pratique l'hypnose? Pour la caméra, une grande majorité de personnes. J'essaie de voir à peu près qui. Et je vais vous poser une deuxième question qui est, eh bien, qui a déjà vécu de l'hypnose? Oh, un peu plus de personnes encore. Ce que je remarque, et je le dis pour la caméra, c'est que eh bien, beaucoup de personnes ont levé 2 fois la main, ce qui me pose problème, parce que le vécu et la pratique portent couramment, dans le langage, on va dire, commun, le même nom. Ce qui fait que, eh bien, ça peut paraître anecdotique, mais dans la suite, on va voir que si on ne lève pas cette ambiguïté, eh bien, ça va nous poser un sérieux problème. Donc, je vais utiliser dans la suite de ce cours la nomenclature de Weitzenhofer qu'il propose en 2002 et qui est de réutiliser en fait tout simplement le vocable qu'utilisait déjà Bread à l'époque, qui est
hypnotisme pour la pratique, parce que vous en conviendrez, eh bien, nous sommes des hypnotiseurs, pas des hypnoseurs, donc nous pratiquons l'hypnotisme. Merci Cyril pour cette proposition bienvenue. Nous sommes donc des hypnotiseurs qui pratiquent de l'hypnotisme. Ce qui nous emmène à la question de la définition, qu'est-ce que l'hypnotisme? Eh bien, que ce soit couramment, on va dire, entre nous ou dans le milieu scientifique, et là, encore une fois, je précise, c'est un cours sur l'approche scientifique de l'hypnose, là, il n'y a pas de définition, on va dire, vraiment gravée dans le marbre qui fait consensus. Mais il y a, on va dire, une définition qui est largement acceptée, discutée sur certains points, mais qui fait, on va dire, particulièrement consensus par rapport aux autres, et qui est constitué de deux volets. L'hypnotisme, eh bien, c'est l'utilisation d'une induction hypnotique et de suggestion hypnotique. Jusque-là, en fait, ça ne doit pas vous choquer plus que ça. Si vous commencez à avoir un problème à ce niveau-là, eh bien, si vous avez trois trains d'avance, dommage. L'induction hypnotique, on l'a définie comme étant la procédure qui permet d'arriver à un état hypnotique. Simple. Les suggestions hypnotiques, eh bien, ce sont des suggestions, c'est-à-dire une sous-partie de la communication d'influence, des suggestions qui sont utilisées dans un contexte hypnotique. Ce qui fait qu'on leur attribue l'adjectif qualificatif hypnotique. Alors, généralement, ce qui n'est pas dit dans cette définition, mais qui est largement accepté, eh bien, c'est que les suggestions hypnotiques sont utilisées dans l'induction hypnotique, parfois même définissent l'induction hypnotique comme étant la première suggestion, et l'état hypnotique est censé augmenter la suggestibilité. En tout cas, c'est ce que la plupart des praticiens mettent en avant à un niveau, on va dire, purement théorique. Donc vous voyez que dans cette définition-là, tout est plus ou moins bien défini, mais on a un petit problème, c'est que l'hypnotisme s'appuie, pour être spécifique, sur la définition de l'état hypnotique. Donc, eh bien, allons voir, qu'est-ce que l'hypnose? Qu'est-ce que l'état hypnotique? Eh bien, c'est un état psychologique qui est caractérisé par plusieurs choses, qui est caractérisé par des comportements. Par exemple, l'altération de la perception, du contrôle moteur, de la cognition, une augmentation de la suggestibilité, comme on l'avait vu tout à l'heure, et généralement de la relaxation. Alors, vous en conviendrez, si vous avez juste ces comportements, eh bien, ça ne va pas suffire à définir une personne sous hypnose. Il faut aussi un autre volet qui est l'expérience de la personne, et généralement une expérience d'absorption, c'est-à-dire une attention qui est focalisée, stabilisée de manière automatique. De la dissociation, et généralement sous dissociation on voit deux choses, de l'automatisme, comme je viens de le dire, et un cloisonnement, c'est-à-dire un fonctionnement autonome de certains processus psychiques qui habituellement fonctionnent ensemble, et là sont cloisonnés. On a aussi également de l'imagination qui est souvent, on va dire, impliquée dans les expériences d'hypnose, on va dire une activité imaginaire particulièrement intense. Alors à partir de ces comportements et de ces expériences, eh bien, les chercheurs sont allés regarder quels sont les marqueurs physiologiques qui correspondent à ces comportements et à ces expériences en même temps. Et donc je ne vais pas rentrer dans le détail, généralement on voit trois réseaux cérébraux qui sont particulièrement impliqués, une modulation du réseau de science, une hyperactivation du réseau du contrôle exécutif, ce qui montre que l'hypnose c'est actif, et une désactivation du réseau du mode par défaut qui est généralement le réseau impliqué quand on fait rien de particulier, quand on est on dirait au repos. Mais si vous vous intéressez un peu plus à ça, vu que je ne vais pas en parler dans ce cours-là, je vous incite à aller voir le cours de Mathieu Landry qui est dans la formation neurosciences qu'on propose ici et qui passe je ne sais plus combien d'heures à décrire en détail comment ça fonctionne, tout ça. Alors, là, je vous ai présenté, on va dire, la définition qui fait consensus. Maintenant, en fait, je vais l'attaquer point par point pour montrer à quel point ça pose problème. Donc déjà, on va la patcher, on va enlever certains problèmes qu'il y a, mais qui sont facilement solvables. Déjà, sur la branche suggestion, je vous ai dit que c'était des suggestions hypnotiques, c'est-à-dire que, eh bien, ce sont des suggestions, une sous-partie de la communication d'influence, dans un contexte hypnotique. Et ça pose déjà un premier problème. Alors là, je vais vous proposer un petit raisonnement très simple, c'est que, eh bien,
Si la définition de l'hypnotisme repose sur un cadre qui est explicitement hypnotique, c'est-à-dire que s'il faut dire qu'on fait de l'hypnose pour faire de l'hypnose, eh bien l'induction d'un état hypnotique sans dire qu'on fait de l'hypnose, c'est-à-dire que si on fait une induction avec des suggestions mais qu'on ne dit pas qu'on fait de l'hypnose, eh bien ça ne devrait pas être de l'hypnotisme. Et cette proposition, on est d'accord, faire de l'hypnose sans dire que c'est de l'hypnose, je vois mal quelqu'un nous dire, eh bien non. En fait, il faut dire qu'on fait de l'hypnose de façon explicite pour que ce soit qualifiable d'hypnose. C'est assez intenable, on va dire. Donc, le contexte hypnotique n'est pas une spécificité de la définition. Ça ne peut pas être une spécificité de la définition. Donc, on reste avec, eh bien, l'hypnotisme, c'est une induction et des suggestions, en fait. Alors, deuxième, on va dire, attaque sur cette partie-là, eh bien, c'est que suggestion, ce qu'on entend par suggestion à un niveau scientifique, c'est ce que nous, on appelle suggestion directe ici, c'est-à-dire, eh bien, ta main est légère, par exemple, avec un regard très, très menaçant. L'idée, c'est que, eh bien, à l'origine de la communication d'influence, un champ de recherche à part entière, il y a la suggestion directe. En fait, c'est la suggestion directe qui a donné, on va dire, naissance historiquement à ce champ-là, entre autres. Mais en tout cas, notamment la suggestion directe. Et ce qu'on voit, c'est que eh bien, ce champ-là de recherche sur la communication d'influence et l'hypnose clinique, l'hypnose pratiquée dans un cadre d'accompagnement, dans un cadre médical, dans un cadre psychologique, eh bien, au cours de l'histoire, ça s'est inter-influencé. Et les deux se sont apportés mutuellement des choses. Et ce qu'on voit, c'est que, ben, par exemple, Erickson est à la pointe de son époque sur la notion d'influence sociale, sur la notion de communication d'influence, et c'est ce que nous, on appelle suggestion indirecte. C'est ce que lui appelait suggestion indirecte et qu'on appelle toujours suggestion indirecte. Donc la question, c'est pourquoi restreindre eh bien, la pratique de l'hypnose, l'hypnotisme, à la simple suggestion directe? Pourquoi en fait on aurait un décalage entre la pratique réelle qui est faite de l'hypnose, où on a des suggestions directes et indirectes, où on a tout un éventail de stratégies hypnotiques, et pourquoi la définition en fait ne reflèterait pas ce qui est pratiqué au jour le jour sous le nom hypnose. Donc ça, on peut facilement, on va dire, changer la définition sans trop de dégâts en disant eh bien l'hypnotisme, c'est une induction hypnotique et de la communication d'influence. Et avec ça, on a sauvé, on va dire, la définition en étant sur une définition qui colle beaucoup plus à la pratique qui est faite de l'hypnose aujourd'hui. Alors, pour être d'accord avec cette proposition, en fait, il y a juste ces deux points-là que je vous laisse revoir, si ça vous intéresse. Donc on s'intéresse à l'autre branche, qui est celle de l'induction hypnotique, et on l'a vu, ça repose sur l'état hypnotique. Donc, juste pour amorcer la suite, eh bien, si la définition de l'hypnose, en tout cas de la pratique de l'hypnose, l'hypnotisme repose sur l'induction, il faut que eh bien, cet état d'hypnose, il ait quelque chose de bien défini, qu'il ait au moins une propriété qui définisse sa spécificité, qui dise eh bien, ça c'est un état d'hypnose et ça c'est pas un état d'hypnose. Donc comme ça on peut dire eh bien, tu as réussi à générer un état d'hypnose, ou le sujet a réussi à générer un état d'hypnose, l'hypnotiseur a généré un état d'hypnose, il a donc réalisé une induction qui a marché. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a une propriété qui est vraiment centrale à la notion d'état d'hypnose? C'est la grande question. Je ne sais pas si on va y répondre dans cette slide, mais en tout cas on va essayer. Donc comme je vous l'ai dit, la physiologie, on va la laisser de côté parce qu'en fait ça s'appuie d'abord sur des comportements et des expériences, et que eh bien, si elle résume, on va dire, ces comportements et ces expériences, elle ne dit rien de plus en fait. Ça nous permet de l'objectiver, mais ça ne dit rien de plus, on va dire, que ce qu'il y a déjà dans la définition du comportement et de l'expérience. Donc, enlevons là. Il nous reste les comportements et l'expérience. Intéressons-nous d'abord au comportement.
Est-ce que tout ce qu'il y a ici, l'altération de plein de choses, l'augmentation de la suggestibilité, la relaxation, etc., est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est spécifique de l'hypnose? Eh bien, déjà, ce que nous dit Emilia Carota Horn en 59, c'est que, eh bien, au cours de l'histoire, déjà, il y a eu des variations assez dramatiques de l'état hypnotique. Des crises de convulsions, au somnambulisme, le fait que les sujets perdent plus ou moins la mémoire en état d'hypnose. Tout ça évolue, on va dire, culturellement. En tout cas, il y a une dimension culturelle à ça. Ce qui fait que, quels comportements on va classer dans les comportements classiques de l'hypnose et lesquels on va exclure en disant ça, c'est pas de l'hypnose. Si ça dépend de la culture, c'est quelque chose on va dire, d'assez, peut-être pas arbitraire, mais en tout cas d'assez mouvant. Ce qui pose un problème pour avoir une définition scientifique, on va dire, stable dans le temps. Mais on a aussi des chercheurs comme Eva Banyai, par exemple, qui tout au long de sa carrière a accumulé des expériences qui ont été nommées sous le terme alerte hypnosis, l'hypnose alerte, où la dimension de relaxation est complètement mise de côté. Donc elle fait faire de l'hypnose à des sujets sur des vélos statiques qui pédalent à fond. Et elle génère en fait tous les phénomènes classiques de l'hypnose. Et donc, par ce biais-là, en fait, elle a juste montré que relaxation, c'est absolument pas nécessaire. Et en fait, c'est complètement, on va dire, secondaire dans l'expérience d'hypnose. Ce qu'ici, à l'Arche, on défend en fait depuis le début, depuis la création de l'Institut. On pourrait, comme ça, on va dire, critiquer différents types de comportements comme n'étant pas, on va dire, spécifiques de l'hypnose. Mais surtout, au niveau de l'expérience et du comportement réunis, les deux ensemble, qu'est-ce qui différencie l'hypnose et des troubles dissociatifs, des troubles de conversion, des psychoses? En gros, qu'est-ce qui différencie pour quelqu'un qui rentre dans la salle au moment où on a un sujet qui est bien barré en état de transe, comme on aime le dire? Qu'est-ce qui permet à cette personne qui rentre de se dire, cette personne, elle est dans un état d'hypnose, ou cette personne est en train en fait de faire juste un épisode psychotique, ou d'avoir une crise d'état dissociatif, ou qu'est-ce qui fait que cette personne n'a pas juste un trouble de conversion et en fait elle est paralysée, mais c'est une paralysie, ce qu'on appelle les paralysies hystériques ou paralysie de conversion, où aujourd'hui on a des termes on va dire un peu plus récents pour ça. Donc j'aimerais vous poser la question et vous laisser juste 30 secondes pour y réfléchir. C'est quoi en fait la différence majeure entre les deux, pour quelqu'un qui rentre et qui ne sait pas ce qui s'est passé? Évidemment, c'est une question piège. Parce qu'en fait, à ma connaissance, la seule chose qui va venir vraiment différencier les deux, en tout cas au moment où la personne rentre, parce qu'on pourrait dire c'est peut-être la pérennisation dans le temps ou des choses comme ça, mais au moment où la personne rentre, ce qui va vraiment faire la différence entre les deux, c'est l'étiologie. Qu'est-ce qui a provoqué ce qui est en train de se passer là? L'expérience, les comportements et tout ce qui va avec. Eh bien, c'est soit une personne qui t'a dit des choses et qui t'a mis dans un état de transe avec ces choses assez étonnantes que sont les mouvements automatiques, les pertes de mémoire, ou au contraire des regains de mémoire, des choses comme ça. Ou est-ce que il y a une lésion cérébrale, ou est-ce que il y a eu un trauma, on va dire, dans le passé, ou des choses comme ça. En gros, ce qui différencie ces troubles-là de l'hypnose, c'est que l'hypnose a été générée instrumentalement et c'est maîtrisé. Ce qui nous pose, on va dire, le problème majeur de la définition de l'hypnose telle qu'elle est, on va dire, couramment formulée comme ça, c'est que l'hypnotisme est nécessaire pour définir la spécificité de l'hypnose, ce qu'on a vu à la slide précédente. C'est-à-dire que pour dire que c'est un état d'hypnose, il faut que ça ait été généré par un opérateur, ou que ça a été fait en auto-hypnose, mais en tout cas il faut une induction de cet état-là qui suit certaines règles, qui est l'hypnotisme. Mais, on l'a vu dans la slide d'encore avant, l'hypnose est nécessaire pour générer la spécificité de la définition de l'hypnotisme. Or, comme vous voyez, c'est une double flèche qui ne nous arrange pas trop.
La propriété de ce type de définition, c'est que eh bien, soit il n'y a aucun objet sous cette définition, c'est-à-dire que la définition ne dit rien, et dans ce cas, en fait, soit l'objet est inexistant, soit les limites de cet objet est arbitraire. C'est-à-dire que c'est en fait un objet culturel où on va poser des définitions arbitraires, on va tracer les contours de l'objet, mais il n'y a pas de phénomène naturel qu'on va pouvoir clairement entourer. Et ça pose un gros problème. Ça pose le problème de savoir eh bien, où est-ce qu'on les dessine, ces frontières. Parce que, eh bien, on a plusieurs possibilités. Soit on va vers des définitions qui sont ultra spécifiques. Et dans ce cas, le problème, c'est qu'on va exclure systématiquement des phénomènes eh bien, que l'on ne se voit pas ne pas appeler hypnose. Et tout à l'heure, on l'a un peu vu. Est-ce que l'auto-hypnose, on ne peut pas dire que c'est de l'hypnose? Eh bien, suivant où on trace les contours de la définition, eh bien, l'auto-hypnose, ce n'est plus de l'hypnose. Ou selon où on trace les contours, eh bien oui, ça va être de l'hypnose. Est-ce que l'hypnose alerte, celle qui a été proposée par Eva Banyai, est-ce que c'est encore de l'hypnose s'il n'y a pas la relaxation? Eh bien, selon où on trace les limites de l'hypnose, ça en sera ou ça n'en sera pas. L'hypnose indirecte d'Erikson, est-ce que c'est de l'hypnose? Eh bien, encore une fois, ça dépend de la définition. Ça, c'est un extrême qui ne nous arrange pas parce que eh bien, ça ne colle pas, on va dire, à l'utilisation concrète, au jour le jour, largement répandue de ce qu'est l'hypnose. Mais il y a un autre extrême qui est tout aussi, on va dire, dommageable, ce sont les définitions très larges, triviales même. Des définitions qui incluent tellement de choses que ça perd complètement son sens. Par exemple, est-ce que la rêverie c'est de l'hypnose? Eh bien, peut-être qu'il y a des mécanismes, on va dire, qui ont quelque chose à voir, ou en tout cas qui ont un lien, on va dire, distant, mais clairement, on ne peut pas dire que de la rêverie, même la fameuse transe de l'autoroute, on ne peut pas dire que c'est de l'hypnose. Ça serait quand même largement, on va dire, déformé ce qu'on appelle couramment hypnose, et la plupart des gens qui verraient une personne qui, sur l'autoroute, passe en mode automatique, ne qualifieraient pas cela d'hypnose. Pareil, dire que la communication c'est de l'hypnose, est-ce qu'un vendeur qui utilise des techniques de communication pour vous vendre le dernier aspirateur qu'il veut vendre, est-ce qu'il fait de l'hypnose, est-ce qu'il vous hypnotise? Eh bien, ça reste discutable. En tout cas, on ne peut pas qualifier ça d'hypnose au sens strict. Et bon, je vous ai mis, pour la petite plaisanterie, le classique « tout est hypnose ». Si tout est hypnose, eh bien, en fait, rien n'est hypnose, et en fait, ce mot perd complètement son sens, parce que, eh bien, une définition, c'est avant tout pour dire qu'est-ce qui rentre dans la définition et qu'est-ce qui n'y rentre pas. C'est arriver à bien distinguer deux classes d'objets. Donc, pour finir ce problème de classification, en tout cas ce problème de définition, je vous propose une visualisation qui a été proposée en premier par Woody et McConkie en 2003. C'est très abstrait comme schéma, vous voyez. Et ces carrés représentent les composantes qui sont spécifiques à l'hypnose, c'est-à-dire que tout ce qu'on appelle hypnose emploie ces carrés, et si on enlève ces carrés, ça ne marche plus. Ces carrés sont donc des composantes spécifiques de l'hypnose nécessaires à la pratique de l'hypnose. Si on les enlève, ça ne fonctionne plus. Et vous avez les petits ronds, là par exemple, là, tout autour. Et ça, ce sont des composantes qui sont associées à l'hypnose, qui sont soit culturellement associées à l'hypnose, soit on va dire couramment associées à l'hypnose, soit ce sont des effets secondaires, mais en tout cas on peut les enlever et ça ne change absolument rien à ce qu'on appelle hypnose. Par exemple, la relaxation, si on l'enlève, eh bien il reste l'hypnose, comme je vous l'ai dit avec les travaux de Banyai. Donc vous avez deux classes, on va dire, d'objets, des objets spécifiques de l'hypnose, des objets associés à l'hypnose, et vous avez l'ensemble des objets qui sont nécessaires pour l'hypnose, qui sont spécifiques à l'hypnose, qui est le domaine de l'hypnose. Ça, ce triangle, c'est la meilleure définition de l'hypnose que l'on pourra jamais atteindre. Dit comme ça, c'est hyper triste. Si un triangle, c'est la meilleure définition de l'hypnose, ça va être compliqué. En tout cas, vous avez compris que ce triangle représente notre meilleure définition de l'hypnose. Et donc, eh bien, dans une expérience d'hypnose, par exemple, une expérience de spectacle, ou une expérience médicale, ou une expérience spirituelle d'hypnose, vous allez avoir eh bien, des composantes nécessaires à l'hypnose, des composantes associées. Par exemple, je suis en train de faire de l'hypnose spirituelle et eh bien, je vais avoir des présuppositions, par exemple la présupposition d'entités culturelles,
comme par exemple la présupposition qu'il existe une vie entre les vies, une vie après la mort ou ce genre de choses, et des composantes associées où je vais avoir des phénoménologies, par exemple angéliques ou des choses comme ça dans notre culture, surtout si elles ont été présupposées juste avant. Voilà. Autre exemple, je fais de l'hypnose médicale, je fais de l'hypnoanalgésie. Je vais utiliser des techniques de distraction, des techniques, on va dire, de diffusing, de désidentification. Et je vais utiliser de la relaxation, parce que les deux sont packagés ensemble, et qu'en plus, vu que c'est culturellement bien associé, ça va aider la personne à partir plus vite. Voilà, deux exemples, on va dire, radicalement différents, mais pour vous montrer que dans les deux expériences, on a des composantes, si on l'enlève, l'expérience ne marche plus, et des composantes qui sont, on va dire, associées, qui sont, on va dire, des épiphénomènes de l'expérience, mais qui ne sont pas nécessaires, ou en tout cas qui ne sont pas au cœur de l'hypnose. Ce qui m'emmène à la dernière partie, sur laquelle je vais aller très vite, et on va finir là-dessus. Quels sont les enjeux de la recherche sur l'hypnose? Pourquoi en fait on fait cette série de cours? J'en ai dit quelques mots au début, mais là je voudrais pointer précisément en fait 3 enjeux majeurs auxquels on va tenter de répondre dans cette série de 3 cours, ou en tout cas pointer certaines directions pour que commence à donner des pistes de réflexion. Premier enjeu, quels sont les core processes? Quels sont en fait les processus qui sont au cœur de la pratique de l'hypnose, les fameux carrés que j'ai montrés à la slide précédente. Dans les champs de l'accompagnement, de la psychologie, dans d'autres champs, on va dire, un peu plus loin de l'humain, qui sont arrivés à maturité, on a généralement l'émergence on va dire de certains core processes au cœur de la pratique, au cœur de la discipline, qui sont en fait les compétences qu'un praticien de cette discipline doit acquérir pour être considéré praticien de la discipline. Très simple. Et c'est par exemple ce qui est en train de se passer avec les TCC, où il y a identification. Avant, c'était tout un tas de techniques qui étaient appliquées, on va dire, un peu comme des recettes. Et le champ arrivant un peu plus vers la maturité, il y a identification de certains processus cœur qui permettent, on va dire, un certain nombre de bénéfices. Déjà, une transmission beaucoup plus simple, parce que former des gens à tout un tas de recettes, ça a des limites. Au fur et à mesure, à force d'être habitués aux recettes, ils s'en libèrent. Au fur et à mesure d'être habitués aux recettes, ils créent les leurs. Ils sont plus innovants, on va dire plus flexibles, mais ça commence par des recettes, ce qui est gênant, on va dire, en début de pratique. Mais surtout, ça limite l'efficacité. Parce que si on utilise des recettes toutes faites, la recette, ça package un ensemble de briques, des briques nécessaires, des briques associées, qui ne sont pas forcément toutes utiles pour le client, le patient, à ce moment-là. Et donc on passe un peu à côté de l'efficacité de qu'est-ce qui est le minimum nécessaire pour faire bouger la personne à ce moment-là. Ça limite aussi grandement la stratégie, parce que pour faire une stratégie, il nous faut des briques de base qu'on va pouvoir empiler les unes sur les autres, qu'on va pouvoir mettre en séquence, avec une idée de ce que chaque brique va générer pour pouvoir alimenter la suivante. Et le problème, c'est que quand on n'a pas de briques de base, faire des stratégies, ça devient de suite très compliqué. Et bien sûr, chaque brique de base, si on l'identifie, on peut les valider spécifiquement avec des protocoles scientifiques, au lieu de valider plutôt des recettes qui ont toujours, on va dire, des limites. Deuxième grand enjeu, alors j'appelais ça quelle responsabilité pour le praticien, quelle responsabilité pour le client. Et en fait, ce qui est sous-jacent à cette question de responsabilité, c'est est-ce que l'hypnose, c'est plutôt un phénomène cognitif, quelque chose qui est interne à la cognition du patient, du client, ou est-ce que c'est plutôt un phénomène social, quelque chose qui se passe dans l'interaction entre le patient, le client et le praticien? Et cette question-là, en fait, on va abondamment la voir dans le deuxième cours, mais elle évite en fait au praticien de vendre plus que ce qu'il est capable de produire.
Elle permet de répartir efficacement les rôles parce que eh bien, s'il y a un certain nombre de phénomènes cognitifs à l'œuvre, eh bien, ils sont de la responsabilité du client. Et dans ce cas, eh bien, dans le cadre de la séance, ça serait assez intéressant de dire, eh bien, toi, en tant que client, eh bien, tel et tel phénomène repose sur tes compétences, sur le fait que tu le fasses volontairement. Et peut-être eh bien, qu'il y a certaines parties de la séance qui tiennent plus du phénomène social, et dans ce cas, c'est de la responsabilité du praticien, vu qu'il est expert de cette relation-là, et qu'il maîtrise le cadre. Donc c'est en quelque sorte lui qui va pouvoir piloter cette partie-là. Et évidemment, ça va éviter la culpabilité à la fois du praticien et du client, puisqu'on voit des cas extrêmes dans les deux cas, avec des praticiens qui alternent entre des extrêmes de toute puissance, où ils ressortent de formation avec l'idée d'avoir reçu un outil qui permet de changer le monde, de changer la réalité de n'importe qui marche à tous les coups. Et la réalité du terrain, eh bien, c'est que non, en fait, c'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Et en fait, tous les praticiens qui ont fait du terrain savent que, eh bien, oui, il faut composer avec la réalité du terrain, qu'il faut bricoler, et que ce n'est pas un objet magique. Et donc, les praticiens ont alterné entre, eh bien, souvent des extrêmes de toute puissance, d'impuissance, et puis de nouveau de toute puissance, d'impuissance, et ça, en fait, ça fait du bien à personne. Mais on a aussi d'autres extrêmes où le praticien est dans, on va dire, des visions, c'est pas moi qui fais, je suis en position basse, et c'est le client qui fait tout, qui met toute la responsabilité de la séance sur le client, alors que le client vient et paye. Le client vient, nous consacre de son temps, nous investit de l'argent dans son changement, et si en fait on ne fait rien et qu'il ne se passe rien, le client, surtout si on l'a bien suggéré que eh bien, le changement, déjà c'était possible, mais en plus c'est complètement de son ressort, s'il n'y arrive pas, il va se dire ah, en fait je suis vraiment trop nul, je suis extrêmement nul. On m'a dit que je pouvais y arriver, que c'était simple, et je n'y arrive pas. Donc culpabilité chez le praticien, culpabilité chez le client, et en fait, ça réussit à personne, donc on veut éviter ça, et on va voir eh bien, qu'est-ce qui se cache pour une collaboration efficace dans le cours 2. Dans le cours 3, on va voir quelque chose qui est assez intéressant pour nous praticiens, c'est qu'est-ce qui est au cœur de ces différences interindividuelles? Qu'est-ce qui fait que eh bien, certaines personnes, j'y arrive tout de suite, je leur fais des phénomènes hypnotiques absolument incroyables, et d'autres, je sors les rames, et c'est dur. Parce que eh bien, dans les formations, on parle beaucoup d'adaptation aux clients, on a quelques stratégies, mais à quoi on s'adapte? Qu'est-ce qui vaut le coup d'être dans de l'adaptation? À quoi il faut s'adapter? Et à quel type d'adaptation, en fait, on n'a pas besoin de souscrire parce que eh bien, ça n'a aucune importance. Est-ce que s'adapter à la couleur du t-shirt du client, c'est quelque chose d'important? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire non. En fait, il y a des choses qui comptent et il y a des choses qui ne comptent pas. Ça permet aussi, je reviens sur la stratégie, eh bien, quand on veut s'adapter au client, que l'on a des briques de base, et on va voir un peu au cours des 2 prochains cours quelques-unes de ces briques de base, ou en tout cas commencer à tracer des directions de recherche pour ces briques de base. Une fois qu'on les a, comment on fait des stratégies adaptées à ce client-là, compte tenu, on va dire, de ce qui fait son individualité. Et bien sûr, s'il y a eh bien, des sujets, une minorité ou une certaine proportion de la population qui n'est pas hypnotisable, qui est réfractaire à l'hypnose et qui ne peut pas être hypnotisée, eh bien, ce serait bien qu'on le sache en tant que praticien. Parce que si ces gens-là viennent, dépensent, on va dire, de l'argent pour une dizaine de séances, consacrent de leur temps pour une dizaine de séances, consacrent leurs émotions, leur énergie pour une dizaine de séances, plus des fois, et qu'en fait, eh bien, l'hypnose, ça ne marche pas sur eux. Eh bien, il faudrait qu'on le sache, qu'on arrive à le détecter et qu'on dise à ces personnes, en fait, l'hypnose, c'est pas fait pour vous, allez voir un autre praticien qui ne fait pas de l'hypnose, par exemple. Et donc, on va voir si cette chose-là existe ou n'existe pas, et je vous laisse le suspense pour le 3e cours. Évidemment. Alors, on a fini pour aujourd'hui. Je vous mets le programme du 2e cours qui va être, on va dire, un peu plus, on va rentrer dans eh bien, des spécificités un peu plus concrètes de l'hypnose. On ne va pas rester à un niveau de définition très conceptuel, des approches historiques. On va zoomer dans l'hypnose et dans bien, comment ça marche, qu'est-ce qui a été découvert par l'approche scientifique sur ce phénomène-là.
Donc le A a déjà changé en fait depuis tout à l'heure, depuis que j'ai fait cette slide. En fait, ça sera l'hypnose entre recherche et domaine d'application. Mais ce qui change fondamentalement pas grand-chose. On va commencer par voir un peu qu'est-ce qui différencie les deux, avant de voir bien, que l'hypnose, ça peut être vu comme un phénomène social ou un phénomène cognitif, et que, a priori, c'est un peu entre les deux. Et puis, on va passer, en fait, la majorité du cours sur le C et le D, c'est-à-dire les modèles les plus, on va dire, imposants, centrés sur l'influence sociale, et ceux centrés sur le concept de dissociation. On a fini pour ce soir, je vous remercie, et puis si vous avez des questions, on a une petite demi-heure pour y répondre. Merci.